l'invité de la matinale. KTO Radio. Suspendu en juin 2024 par la dissolution de l'Assemblée nationale, le projet de loi sur la fin de vie est de nouveau inscrit à l'agenda parlementaire, priorité de la présidente, notamment de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, ce qui réactive donc les débats sur la question de la mort et des soins palliatifs. Notre invité ce matin nourrit ces débats avec la sortie de son livre il y a quelques jours, Journal de la fin de vie aux éditions Fayard. Bonjour Claire Fourcade. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Nos auditeurs vous connaissent peut-être. Vous êtes médecin en soins palliatifs à l'hôpital de Narbonne et également présidente de la SFAP, la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. On va revenir sur votre positionnement sur la loi proposée par le gouvernement. D'abord, votre livre. Expliquez-nous en quelques mots ce que vous racontez dans votre livre Journal de la fin de vie. Alors mon travail, mon vrai métier, c'est d'être médecin de soins palliatifs depuis 25 ans dans l'Aude, qui est un département rural et pauvre. Et depuis maintenant presque 5 ans, je suis aussi la présidente de la SFAP, qui est donc la maison commune de tous les acteurs de soins palliatifs, puisqu'elle réunit 10 000 soignants et 6 000 bénévoles de soins palliatifs. Et donc c'est cette double, avec un débat politique qui depuis toutes ces années a été extrêmement actif autour de la question de la fin de vie. Et j'ai eu envie de garder une trace à la fois de ce que je vis dans mon quotidien et puis de ce débat, parce que nous les soignants, on a pris la parole dans ce débat avec l'idée qu'il fallait y mettre du réel, que ça pouvait pas seulement être un débat politique ou idéologique ou seulement une confrontation de grandes notions philosophiques, mais on voulait que la réalité de l'accompagnement de la fin de vie soit présent. Et puis il se trouve que je suis mariée avec un historien, donc qui m'a incité à garder une trace de ces rencontres, de ces réflexions. C'est un mélange donc entre récit personnel et réflexion éthique. Dans votre livre, vous évoquez notamment le rôle des unités de soins palliatifs, que ça donne à chacun la liberté de choisir l'intensité de ses soins pour être accompagné vers la mort, alors que selon vous, vous le dites, demander la mort, ce n'est pas un choix libre. Pourquoi ce n'est pas un choix libre ? En fait, demander la mort, ça existe déjà. C'est pas quelque chose que la loi pourrait rendre possible. C'est notre métier, à nous, soignants, en soins palliatifs en particulier, mais aussi dans d'autres disciplines, d'entendre parfois des demandes de mort. Alors d'abord, c'est important, elles sont beaucoup moins fréquentes que ce qu'on peut imaginer quand on est éloigné de ces sujets. Peu de patients font cette demande, mais ça arrive. Et c'est notre métier d'écouter ces demandes et d'essayer de comprendre le pourquoi et de chercher avec chaque patient quelle est la souffrance qui a été à l'origine de cette demande. Cette demande, elle est toujours l'expression d'une souffrance. Et donc, notre travail à nous, c'est d'essayer de chercher ensemble des solutions. Le travail d'un service de soins palliatifs, c'est d'accueillir les patients qui sont dans les situations les plus complexes, que ce soit sur le plan physique, des symptômes difficiles, ou que ce soit sur le plan psychologique, avec de l'angoisse, de l'inquiétude, ou parfois sur le plan social. Et donc, c'est notre métier de faire avec ce réel. Et ce dont on s'aperçoit quand on travaille là, c'est que très peu de nos concitoyens connaissent la loi actuelle et les droits qu'elle offre. La loi actuelle, elle interdit aux soignants de laisser souffrir. Elle nous fait l'obligation de soulager quoi qu'il en coûte, même si ça doit raccourcir la vie. Et avec chaque patient, on va essayer de comprendre quelles sont ses attentes, ses peurs, pour l'accompagner au mieux. Et donc, qu'est-ce qui peut empêcher cette liberté de choix quand on parle de la mort ? Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent empêcher ce choix. Il y a d'abord la souffrance physique. Quand on a mal, peut-être c'est arrivé à un peu vouloir mourir, préférer que ça s'arrête tellement c'est insupportable. Mais quand on a peur, c'est la même chose, ou quand on est seul. Et donc, il y a déjà tout l'entourage dans lequel on est. Et puis, il y a aussi le message de la loi. On a aujourd'hui en France une loi qui dit « Vous comptez pour nous, vous êtes important, on va vous soulager et on ne veut pas vous faire mourir ». Si ce message change, pour des gens qui sont fragiles et vulnérables, si la loi dit en fait, si vous voulez, nous, on est d'accord pour vous faire mourir, bien sûr que l'impact est très fort sur des gens qui sont fragiles. Et donc, l'image qu'on nous propose souvent dans les médias de gens qui sont seuls, droits face à la mort et qui choisissent l'heure, en tout cas, moi, c'est pas du tout ce que je vis au quotidien. Et je pense que c'est un choix de gens très forts, mais qui protègent pas les plus fragiles. C'est le discours que vous tenez. Dans cette droite ligne, vous parlez du rejet des vulnérabilités aujourd'hui dans notre société. Quel est le lien entre ce rejet et le projet de loi sur la fin de vie ? Qu'est-ce que vous entendez par là ? Souvent, ce qu'on entend, on entend très fort dans ce débat
la question de la dignité d'être autonome, ce serait indigne, de ne pas être performant, ce serait indigne, de ne pas être utile. On voit beaucoup de patients qui disent « je suis inutile, je suis un poids, je suis un fardeau ». Et là, on voit combien le message collectif est important. Nos patients qui sont en fin de vie, ils ne sont pas différents. Ce n'est pas une catégorie différente de la population. Chacun de nous, quand on a autour de nous quelqu'un qui dit « je suis nul, je vaux rien », si on lui dit « moi je te trouve formidable pour telle ou telle raison », on entend bien à quel point ça va être important pour lui, et bien plus fort que si on lui dit « ah bah oui, t'as raison, si c'est toi qui le dis, je suis d'accord avec toi ». Et donc, bien sûr que le message que nous, les soignants en première ligne, ou les proches, et puis la société, apportons à ces personnes-là, peut redonner du prix à la vie et du sens. C'est des moments compliqués, mais comme tous, on a besoin de sentir qu'on compte pour quelqu'un. Claire Fourcade, vous accompagnez des patients en fin de vie et leurs proches depuis 25 ans et vous nous disiez que des patients demandent parfois la mort. Est-ce que c'est quelque chose de récurrent? Est-ce que ça arrive souvent? Alors, c'est des patients qui demandent, qui disent à un moment j'aimerais que ça s'arrête. Il y en a de temps en temps, peut-être comme ça, je dirais peut-être une dizaine ou une quinzaine de fois dans l'année, en sachant qu'on accompagne 700 patients chaque année. Donc déjà, ça donne une idée, c'est pas très fréquent. Mais ce qui est extrêmement rare, c'est des patients qui persistent dans cette demande. C'est-à-dire que pour moi, quand un patient dit j'aimerais mourir, la première chose qu'on fait, si c'est pas déjà fait, c'est de s'asseoir et d'essayer de comprendre pourquoi. Et de dire qu'est-ce qui vous arrive, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous me dites ça, que vous m'aviez pas dit hier, qu'est-ce qui s'est passé, parlons-en. Cette demande, elle est légitime, elle n'appelle aucun jugement et elle doit être entendue. Et puis ensemble, on cherche à répondre. Voilà, j'ai peur de m'étouffer, j'ai peur d'avoir mal. Voilà ce qu'on pourra faire. Voilà comment on peut le faire. Voilà les limites des traitements que vous pouvez demander. Enfin, voilà. Et ces demandes disparaissent quand elles sont accompagnées. Et en 25 ans, donc pour notre équipe, peut-être à peu près 15 000 patients accompagnés, on a eu 3 demandes persistantes d'euthanasie, c'est-à-dire de gens qui, malgré un accompagnement, ont continué à dire qu'ils voulaient mourir, et des gens que, malgré tout, on a accompagnés, avec lesquels on a trouvé un chemin. Donc, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, en France, 50% des patients qui auraient besoin de soins palliatifs n'y ont pas accès. Ça veut dire qu'en France, il meurt tous les jours, 500 personnes qui auraient dû bénéficier de soins palliatifs qui n'y ont pas eu accès. Donc qui ont peut-être été moins bien soulagés, moins bien accompagnés. Et ça, c'est la vraie urgence pour nous. Pour avoir là aussi un rapport d'idées, l'année dernière, c'est les chiffres officiels de la Belgique qui viennent de sortir. Il y a 154 Français qui sont partis en Belgique pour l'ensemble de l'année. 154. Et si vous les comparez à ces 500 personnes chaque jour qui n'ont pas accès aux soins, il nous semble évident que la priorité en France, c'est de soulager et d'accompagner les gens qui en ont besoin. Et qu'est-ce qui dysfonctionne aujourd'hui? Alors, on a fait des lois, et en particulier la loi Leonetti de 2005, dont on va fêter les 20 ans, qui est une loi incroyable, une loi magnifique, une loi qui donne la possibilité d'être toujours sur ce chemin de crête entre je te laisserai pas souffrir et je te ferai pas mourir, et qui nous donne les moyens d'accompagner. Quand on se réunit avec d'autres soignants de toutes les disciplines, des réanimateurs, des oncologues, des gériatres, des pneumologues, tous disent quand elle est appliquée, quand elle est connue, cette loi nous donne les moyens. Simplement, il n'y a eu aucun travail pédagogique, d'explication, de formation des soignants. Vous n'avez jamais vu une grande campagne de communication sur la loi Leonetti, vous avez vu sur le gilet jaune les antibiotiques ou l'alcool. Il n'y a jamais eu une grande campagne qui dit aux gens voilà vos droits, voilà ce qui est possible pour vous, pour vos proches, quand vous serez atteint d'une maladie grave. Et il me semble que voilà, on ne soigne pas seulement avec des lois, il faut une vraie volonté politique, il faut y mettre un petit peu de moyens, et puis il faut y mettre des gens. Parce que c'est surtout avec des gens qu'on soigne. En attendant, une nouvelle loi, un nouveau projet de loi est en route, en tout cas va être rediscuté à l'Assemblée nationale. Le nouveau Premier ministre a pris position et demandé à scinder la loi en deux, une sur l'euthanasie, une autre sur les soins palliatifs. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors nous, depuis le début, quand je dis nous, c'est les soignants, on réclamait cette scission des deux parties de la loi pour 2 raisons. Une raison de fond, c'est-à-dire que la première partie qui porte sur les soins palliatifs, l'accompagnement des gens atteints d'une maladie grave, nous paraît relever du soin, du médical. Voilà, il est question de savoir comment on soigne et comment on accompagne. La deuxième partie de la loi, qui n'est pas sur la fin de vie, parce que les soins palliatifs, c'est aussi de l'accompagnement de fin de vie, mais qui est sur ce qu'on appelle la mort provoquée, c'est-à-dire euthanasie et suicide assisté. Cette deuxième partie de loi est une question sociétale qui concerne toute notre société. Qu'est-ce qu'on veut répondre à celui qui dit « je veux mourir » Quelle est la réponse collective qu'on veut lui apporter? Et pour nous, c'est un autre sujet.
Et il est important que ces deux sujets soient disjoints. Donner la mort, ça ne peut pas faire partie des soins. Ça, c'est vraiment la position de l'immense majorité des soignants. Et puis, la deuxième partie de forme pour laquelle cette scission nous paraissait indispensable, c'est que pour que les députés puissent voter librement. Si on sépare les sujets, un député peut choisir de soutenir les soins palliatifs, ça sera probablement le cas d'une immense majorité, mais peut aussi être opposé à la question de l'euthanasie ou suicide assisté. Si on met les deux dans le même projet de loi, il n'y a plus de liberté de vote pour les députés. Si on est contre l'euthanasie, on va voter contre les soins palliatifs. Si on est pour les soins palliatifs, on va se trouver à voter pour l'euthanasie. Et donc nous, il nous semble que cette scission, elle redonne de la clarté au débat et elle permet à chacun de se prononcer comme il l'entend. Dans votre livre, vous en parlez au début que vous avez été interrogé par la Commission des affaires sociales de l'Assemblée en préparation du projet de loi aux alentours de 2021. Pensez-vous que votre avis, celui de la SFAP et des nombreux soignants a été entendu par les décideurs politiques ? Alors, il a été écouté, c'est certain. Entendu, on a parfois eu des doutes. Tout au long, voilà, c'est un long chemin, puisque comme vous le dites, on a commencé ces débats en 2021, on est maintenant en 2025. Alors c'est normal que ce débat prenne du temps, c'est un débat extrêmement complexe et dont les enjeux sont absolument immenses pour notre société. On le mesure pas toujours, c'est pas seulement la réponse à des questions individuelles, mais vraiment la façon dont une société répond à la question de la grande souffrance, de la vulnérabilité et de la demande de mort, c'est très important. Mais en tout cas, il me semble là, dans la réponse de François Bayrou, par exemple, qu'on avait rencontré plusieurs fois il y a déjà longtemps, il y a des choses qui commencent à être entendu. Je pense qu'un de nos enjeux, quand on s'est dit comme soignant qu'on devait prendre la parole dans ce débat, c'était de mettre le réel, de faire entendre vraiment les questions, les risques, les craintes qu'on a. Et il me semble quand même que les Français ont eu la possibilité d'entendre la complexité de ce débat. On voulait surtout éviter un débat binaire, les bons, les méchants, les progressistes et les conservateurs, la gauche et la droite, un débat qui soit tout en noir et blanc, alors que nous, notre quotidien, c'est entièrement 50 nuances de gris. Et il me semble que quand même, d'une certaine façon, il y a des choses qui ont avancé. Et une dernière question sur cette loi, sur les soins palliatifs, parce que c'est le cœur de votre action, de votre métier. Que faudrait-il dans cette nouvelle loi pour améliorer l'accès aux soins palliatifs ? Qu'est-ce que vous attendez ? Alors, il y a pas mal de choses. On est en train d'y travailler avec le gouvernement. Il y a la question de l'accès aux soins, et en particulier à domicile. Beaucoup de patients aimeraient pouvoir rester le plus longtemps possible à domicile, voire jusqu'au bout quand c'est possible. Donc, dans l'organisation des soins à domicile, par exemple, mettre en place des équipes de soins palliatifs qui puissent intervenir très rapidement à domicile. Il y a des expérimentations en cours qui sont très intéressantes, et de réfléchir à comment on peut généraliser pour qu'à domicile, on puisse avoir une réponse très rapide, un espèce de SAMU palliatif, si vous voulez, qui permettrait de répondre aux attentes des gens. Il y a une question de formation des soignants qui est absolument indispensable, que ce soit les infirmiers, les médecins, d'être mieux formés à la prise en charge de la douleur et à l'accompagnement de fin de vie. Ça, c'est tout à fait essentiel. Et puis, peut-être la création de ce qu'on appelle des maisons de vie, qui sont des lieux qui ne sont pas des lieux d'hospitalisation, mais qui permettent d'accueillir des patients, soit quand leur famille est épuisée, soit parce qu'ils ne peuvent pas rester chez eux, parce qu'ils sont isolés. Enfin, il nous manque des lieux d'accueil pour certains patients. Donc voilà, c'est tous ces éléments qui, dans la loi, permettraient de ne plus avoir ces 500 personnes tous les jours qui n'ont pas été accompagnées comme elles l'auraient dû. Merci Claire Fourcade d'avoir accepté notre invitation ce matin. En tout cas, vos attentes sur cette loi et le côté palliatif notamment est clair. Je rappelle le titre de votre livre, Journal de la fin de vie, paru le 22 janvier dernier aux éditions Fayard. Et je rappelle également votre rôle de présidente à la SFAP, la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Bonne journée à vous et merci encore une fois d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, merci beaucoup.